Ma petite fille a dit, elle est trop vieille pour être ici. Alors j'ai souri, je suis parti de la fête et j'ai retiré le fonds pour l'université que j'avais payé. C'est arrivé un samedi après-midi chaud, du genre qui me faisait autrefois me sentir vivante. Le jardin était décoré de guirlandes lumineuses et l'odeur du barbecue flottait dans l'air. Des dizaines d'adolescents et leurs parents s'étaient réunis pour la fête de fin d'études d'Elena, sa grande fête d'adieu avant l'université. J'avais passé toute la semaine à aider Rebecca, ma fille, à l'organiser. J'avais apporté des décorations faites main, j'avais préparé le gâteau au citron préféré de Lena à partir de zéro, et j'avais même arrangé les centres de table aux couleurs de son école. Je me tenais près de la table des boissons, buvant de la limonade, avec le dos un peu endolori par toutes les heures de préparation de la journée. Je souriais en observant Lena de loin. Elle était magnifique, grande, sûre d'elle, rayonnante de jeunesse et de rire. Je me souviens avoir pensé, elle grandit vraiment. J'avais les larmes aux yeux, mais c'était des larmes de bonheur, ou du moins je le croyais. Elle était avec ses amis, tout habillée de petits hauts courts, de shorts en jean et de baskets aux marques que je ne savais même pas prononcer. Elle prenait des photos, riait, posait avec des ballons où il était écrit « Promotion 2025 ». Je m'étais approché doucement, portant le gâteau que je venais de sortir de la boîte, impatiente de participer à la célébration. Je m'approchai avec un sourire gentil. « Lena, chérie ». C'est alors qu'elle se tourna vers ses amis, rit, et dit suffisamment fort pour que tout le groupe et moi l'entendions. « Elle est trop vieille pour être ici, c'est ma grand-mère ». Les filles éclatèrent de rire. Certaines mirent même la main devant leur bouche, faisant semblant d'être surprises, comme si j'avais fait irruption dans une fête à laquelle je n'étais pas invité. Je m'arrêtai de marcher. Mes mains se figèrent autour du plateau à gâteau. Cette phrase, négligente et irréfléchie, a blessé quelque chose en moi dont je ne savais même pas qu'il pouvait saigner. J'ai souri, un sourire appris. Le genre de sourire que les femmes de mon âge savent utiliser quand elles sont ignorées, insultées ou oubliées mais qu'elles ne veulent pas faire de scène. J'ai souri parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Rebecca était de l'autre côté du jardin, discutant avec un voisin. Elle n'avait rien entendu, ou si elle avait entendu, elle a fait semblant de ne pas l'avoir fait. Personne n'est venu me voir. Personne n'a éloigné Lena pour lui dire que c'était inapproprié. J'ai posé le gâteau sur la table, près de l'enceinte musicale. Mes mains tremblaient légèrement, mais je ne crois pas que quelqu'un l'ait remarqué. J'ai regardé autour de moi, et pour la première fois de la journée, j'ai vraiment réalisé. Ils ne me voyaient plus comme faisant partie de la fête. J'étais juste là, un bruit de fond, un fardeau peut-être. Une vieille femme aux cheveux gris, aux chaussures orthopédiques, qui n'appartenait pas à la musique, à la jeunesse et au futur brillant et sauvage. Ce fut le moment où quelque chose à l'intérieur de moi se replia doucement sur lui-même. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de sortie théâtrale. Je me suis simplement retourné. Je suis allé vers ma voiture. Et j'ai conduit jusqu'à la maison. Personne ne m'a arrêté. Pas même ma fille. Pas même la petite fille dont j'avais changé les couches, nourrie, bercée pendant ses varicelles et ses chagrins d'amour. Quand je suis arrivé chez moi, seul, en silence, encore portant la petite broche qu'Elena m'avait offerte au lycée, je me suis versé un verre d'eau. Je me suis connecté à mon compte bancaire en ligne. Et j'ai ouvert le plan d'épargne universitaire 529 que j'avais ouvert quand Lena n'avait que 2 ans. Chaque anniversaire, j'y ajoutais un peu d'argent. Chaque prime de Noël allait là-dedans. Chaque remboursement d'impôts, même quand j'avais besoin d'un nouveau toit ou d'une IRM, je l'ai mis dans son avenir. Le solde affichait 72 481,23. Je suis resté longtemps à regarder ce chiffre. Puis j'ai cliqué sur « Retirer » et je me suis chuchoté. Elle croit peut-être que je suis trop vieille pour être là. Mais elle va bientôt découvrir combien ça m'a coûté d'être là. Avant la fête. Avant le silence. Avant ce sourire sur son visage. Je t'aurais dit que ma vie était remplie. Pas parfaite. Pas glamour. Mais remplie. J'ai élevé ma fille Rebecca seule. Après que mon mari soit mort alors qu'elle n'avait que 10 ans. Un accident de voiture. Une nuit enneigée. Rapide, brutale, implacable. Après ça, il ne restait plus que moi. J'ai travaillé comme institutrice en primaire pendant 37 ans. Ce n'était pas une carrière prestigieuse. Mais ça voulait dire quelque chose pour moi. Je croyais au fait d'être présente. D'être fiable. Et j'apportais ce même engagement à la maison. Quand Rebecca est tombée enceinte à 19 ans, je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas blâmée. Je lui ai pris la main et je lui ai dit « On va s'en sortir ». Et on l'a fait. J'étais là à chaque rendez-vous médical. Je tenais les cheveux de Rebecca pendant ses nausées matinales.
C'était moi qui marchais nerveusement devant la salle d'accouchement quand elle a donné naissance à Léna. Quand j'ai tenu Léna dans mes bras pour la première fois. Avec ses 2,5 kilos. Quelque chose en moi s'est illuminé. Une seconde chance. Un nouveau chapitre. Je l'ai regardé. Et tout ce que je voulais, c'était protéger son avenir. J'ai ouvert le compte épargne pour l'université une semaine après sa naissance. Je me souviens encore du nom de la caissière à la banque, Janine. Elle m'avait souri et dit « Vous êtes une super grand-mère ». Et je l'étais. J'ai essayé de l'être. Je n'ai jamais fait de grands spectacles de ce que je donnais. Ce n'était pas mon style. Mais en coulisses, je donnais tout ce que j'avais pour cette petite fille. À chaque anniversaire, je lui achetais des livres, pas des jouets. Je voulais qu'elle tombe amoureuse des histoires, comme moi. À chaque Noël, j'ajoutais 500 € à son fonds. Quand Rebecca ne pouvait pas payer la garderie, je suis parti à la retraite un peu plus tôt que prévu pour m'occuper moi-même d'Elena. Je changeais ses couches. Je lui ai appris à faire ses lacets. Je lui faisais des pancakes en forme de sa première lettre de prénom tous les vendredis. Nous avions nos rituels. Chocolat chaud après l'école. Films anciens. Albums de scrapbooking. Elle m'appelait sa meilleure amie. Elle s'endormait contre mon épaule. Même quand elle était déjà trop grande pour que ce soit confortable. Quand elle avait 9 ans, elle m'a écrit dans une carte de fête des mères. « Grand-mère, tu es comme une maman, mais avec des câlins en plus. » Je l'ai encore. La carte, couverte de paillettes et d'amour. Et Rebecca. Notre relation a eu ses hauts et ses bas. Elle était reconnaissante, bien sûr. Mais au fil des années, elle a commencé à attendre mon aide. Pas à l'apprécier. Quand Léna est devenue adolescente, je suis devenue juste la grand-mère. Elles ont arrêté de me demander comment j'allais. Quand je me suis fait opérer du genou, aucune des deux n'est venue rester avec moi. J'ai dû payer une infirmière. Et pourtant, je me disais, elles sont occupées, elles construisent leur vie. C'était ce que je voulais pour elles. Je n'ai pas laissé la rancune s'installer. J'ai inventé des excuses. Je me disais que leur éloignement était normal. Je m'interdisais de prendre ça personnellement. Quand Léna a cessé de m'appeler après l'école, je me disais, ne sois pas besoin, ne sois pas dramatique. Tu as de la chance de faire partie de sa vie. Et je le croyais. Quand on m'a invité à sa fête de remise de diplôme, je n'ai même pas hésité. J'ai dit oui. Tout excité. J'ai préparé son gâteau à partir de zéro. Comme elle l'aimait. 3 couches. Crème de citron. Glaçage fait main. Petites fleurs en sucre. J'ai mis mes boucles d'oreilles en perles. Celles qu'elle avait complimentées une fois. J'espérais qu'elle le remarquerait. J'ai même repassé ma plus belle blouse. Je n'ai pas pensé une seule seconde que je ne serais pas à ma place. Jusqu'à ce moment-là. Dans le jardin. Quand elle m'a regardé. Comme on regarde un vieux meuble qu'on a oublié de déplacer. À ce moment-là seulement. J'ai compris. Je croyais avoir encore une place. Mais maintenant, je vois clairement. J'ai tout donné. Mon temps. Mon argent. Ma jeunesse. Mon amour. Et en échange, je suis devenu invisible. Pas d'un seul coup. Petit à petit. En silence. Et peut-être que la partie la plus douloureuse, c'est que je l'ai laissé arriver. Parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Le premier signe n'a pas été bruyant. Il a été silencieux. Le genre de moment que tu rates presque. Sauf si tu fais vraiment attention. Cela a commencé environ 1 an avant la fête. J'étais assise dans ma cuisine un jeudi soir, en train de boire une tisane de camomille, attendant que Léna appelle. Nous avions une tradition. Chaque jeudi après l'école, elle m'appelait pour me raconter quelque chose qu'elle avait appris cette semaine-là. Parfois des maths, parfois des potins, parfois juste à quel point elle détestait le cours de sport. C'était notre petit rituel. Depuis sa 5e année d'école. Cette semaine-là, le téléphone n'a pas sonné. J'ai attendu jusqu'à 8 heures du soir. Puis j'ai finalement envoyé un message. Tu as oublié notre appel aujourd'hui. Tout va bien. Pas de réponse. Le lendemain matin, Rebecca a appelé. Elle n'avait pas l'air inquiète. Juste distraite. Oh oui, Léna est occupée. Tu sais comment sont les ados. Elle te rappellera bientôt. J'ai ri. Bien sûr. Je me suis dit. Elle a sûrement des devoirs. Ou un nouveau coup de cœur. Ou les deux. Mais cette semaine est devenue 2 semaines. Puis 3.
Et les appels ne sont jamais revenus. Un après-midi, je suis passé chez eux, avec un peu de compote de pommes maison, et un livre que je pensais que Léna adorerait. C'était une histoire sur une fille reconstruisant sa vie après avoir été rejetée par sa famille. Ça semblait approprié. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Rebecca a ouvert la porte. Elle avait l'air surprise. Oh, je ne savais pas que tu passais. Je voulais juste déposer ça. Ai-je dit en souriant, tenant le pot de compote et le livre. Elle les a pris. Mais elle ne m'a pas invité à entrer. Léna est en haut avec ses amis. Elle est un peu dans son propre monde, en ce moment. J'ai regardé par-dessus son épaule. J'entendais des rires. Le son de voix jeunes rebondissant contre les murs dont j'avais autrefois fait partie. Dis-lui que je lui ai passé le bonjour. Ai-je dit doucement. Bien sûr. A répondu Rebecca. Elle va adorer le livre. Mais elle n'en a jamais reparlé. Le deuxième drapeau rouge est arrivé quand j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux de Léna. Une de ces selfies de groupe que les ados adorent prendre. Léna était au centre, faisant une grimace de duck face. La légende disait « Pas de téléphone fixe ni de drame de grand-mère ». Je me suis arrêté. Mon cœur a fait un bond, comme il n'en avait pas fait depuis des années. J'ai cliqué sur les commentaires. Quelques émojis qui riaient. Des LOL de ses amis. Je n'étais pas tagué. Mais je me suis senti visé quand même. J'ai laissé un simple commentaire. On dirait que tu t'es bien amusé. Tu me manques, ma chérie. Quelques heures plus tard, quand je suis revenu voir, mon commentaire avait disparu. Supprimé. Peut-être que c'était une erreur. Ai-je pensé? Peut-être qu'elle avait appuyé sur le mauvais bouton par accident. Mais quand j'ai essayé de l'appeler plus tard ce soir-là, je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Et pourtant, j'ai continué à espérer. J'ai continué à apparaître. J'ai envoyé des cartes postales quand j'ai visité les jardins botaniques. Je lui ai envoyé par courrier un petit collier que j'avais trouvé dans une foire artisanale. Une délicate feuille d'argent, discrète et jolie. Je n'ai jamais reçu de merci. Pas même un message. Puis est venue la pièce de théâtre de l'école. Léna avait un petit rôle dans la pièce du printemps. Rebecca me l'avait dit au téléphone. Et j'ai immédiatement acheté des billets. J'étais tellement excité. J'ai repassé mon plus beau cardigan. Je lui ai préparé un bouquet de tulipes. Et je suis arrivé tôt pour avoir une bonne place. L'auditorium était bondé. Les parents riaient et saluaient leurs enfants depuis les premiers rangs. Léna est montée sur scène, a dit ses répliques, et est repartie sans jeter un regard vers le public. J'ai applaudi jusqu'à en avoir mal aux mains. Après le spectacle, j'ai attendu près de la porte de la scène. Les enfants sortaient en groupe, se faisaient des câlins, se prenaient en selfies. Rebecca est sortie avec Léna quelques minutes plus tard. J'ai crié « Léna !» Elle s'est retournée, m'a vu, puis a vite détourné la tête vers son amie, faisant semblant de ne pas entendre. Rebecca avait l'air mal à l'aise. « Oh maman !» Elle est débordée en ce moment. Tu sais comment sont les ados. J'ai hoché la tête, toujours avec les fleurs dans les mains. Plus tard ce soir-là, j'ai laissé les tulipes sur leur porche. Le lendemain matin, en passant rendre un plat que Rebecca m'avait emprunté, j'ai vu les fleurs, fanées, toujours emballées, jetées dans leur poubelle. C'est là que quelque chose en moi a commencé à changer. Juste un peu. Comme une vieille planche qui grince sous tes pas. Je n'étais pas seulement mise de côté. On était en train de m'effacer. Et pour la première fois, je me suis demandé si l'amour, même l'amour profond et inconditionnel, pouvait survivre s'il était pris pour acquis trop longtemps. C'est étrange. Parce que tu ne réalises pas toujours quand on commence à t'effacer. Pas au début. Ça ne se fait pas avec des cris. Ni avec une porte claquée. Ça se fait avec des chuchotements. Des regards évités. Des anniversaires oubliés. Ça arrive pendant que tu continues de plier leur linge. De leur apporter de la soupe quand ils sont malades. De sourire pendant que tu disparais. Après cette pièce de théâtre, je me suis dit que c'était une phase. Les adolescents s'éloignent. Tout le monde le dit. Mais avec Léna, ça semblait différent. Comme si elle ne faisait pas qu'apprendre à devenir adulte. Mais qu'elle apprenait à se passer de moi. Les appels téléphoniques se sont arrêtés. Plus de nouvelles sur l'école. Les garçons. Ou ses livres préférés. Les messages que j'envoyais recevaient des réponses brèves.
Occupé. J'avais passé des années à élever cette fille, à lui tenir la main après ses cauchemars, à la conduire au concours d'orthographe, à lui coudre des costumes d'Halloween. Je me souvenais de la façon dont elle me suppliait. Juste une autre histoire avant de dormir. Mais maintenant, quand je parlais plus de quelques phrases, elle regardait son téléphone. Je me rappelle d'un samedi. Je lui avais proposé d'aller faire du shopping. Elle avait besoin d'une robe pour un banquet des terminales. Et j'avais économisé pour lui faire plaisir. Je suis allé la chercher, tout excité de lui faire la surprise. J'avais même mis du rouge à lèvres. Un rose doux. Celui qu'elle avait dit une fois qui me rendait élégante. Nous sommes allés au centre commercial. Elle n'a presque pas levé les yeux de son téléphone. J'ai dit. Il y a une jolie boutique que j'ai découverte. La propriétaire était l'une de mes anciennes élèves. Elle m'a interrompu. Grand-mère, sans vouloir être méchante. Peut-on éviter les trucs de ton époque? Je veux juste aller là où mes amis achètent. J'ai ri nerveusement, essayant de cacher la blessure. Bien sûr ma chérie. Montre-moi le chemin. Dans la boutique. Elle a choisi une robe noire à paillettes, que je trouvais un peu trop voyante. Mais je n'ai rien dit. Je me suis mise sur le côté pendant qu'elle posait devant le miroir, prenant des selfies. Puis j'ai vu sa publication. Shopping avec les ancêtres. Je l'ai vue apparaître sur mon téléphone. Depuis le compte que je suivais encore. Même si elle ne me reconnaissait plus vraiment en ligne. Je n'ai rien dit. J'ai payé la robe en silence. Plus tard ce jour-là, je l'ai déposée devant chez elle. Et elle a à peine dit merci avant de claquer la porte de la voiture. La semaine suivante, je suis passé chez elle avec un plat de lasagne. Celle que Rebecca adorait quand elle était à l'université. Je l'avais faite maison, en couche épaisse, avec amour et mes épices habituelles. Rebecca a ouvert la porte, vêtue d'un legging de sport, clairement pas préparée à me voir. Oh, dit-elle en regardant le plat. Je pensais que tu allais appeler avant. Je voulais vous faire une surprise à toutes les deux. Dis-je en tendant le plat avec mes deux mains. C'est la préférée de Lena, tu te souviens. Rebecca a pris le plat, mais ne m'a pas invité à entrer. Elle est dehors avec des amis, dit-elle. Et honnêtement, maman, elle est en pleine période sans glucides en ce moment. Je suis resté là une seconde, me sentant ridicule, comme si j'étais arrivé à une fête terminée sans en être averti. Eh bien, vous pouvez la congeler. Murmurai-je. Elle a hoché la tête. Bien sûr. Puis la porte s'est refermée. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de Rebecca. Merci pour la nourriture. La prochaine fois, préviens d'abord. Pas de merci d'avoir pensé à nous. Pas de Lena adorée. Juste une instruction sur comment être plus pratique. Voilà ce que j'étais devenu. Un inconvénient à planifier. Une obligation. Une présence tolérée. Plus jamais la bienvenue. Le pire, c'est que j'ai continué à essayer. J'ai envoyé de l'argent quand Lena a dit qu'elle avait besoin de chaussures pour le bal de promo. J'ai envoyé des notes écrites à la main. Des petits rappels d'amour. Je laissais des messages vocaux en chantant ses berceuses préférées de son enfance. Rien ne revenait. Je donnais. Et donnais. Et donnais dans un vide. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait. C'était ce qu'elle ne disait pas. Les merci jamais prononcés. Les invitations jamais envoyées. Je découvrais les grandes nouvelles de Lena via les réseaux sociaux. Pas par elle. Un jour, elle est passée dans le journal local pour avoir gagné un prix de science. Je n'en avais même pas entendu parler avant qu'une amie de l'église ne me montre l'article. Je me suis assise dans la voiture, sur le parking de l'église, à regarder sa photo sur le journal. Et je me suis dit, avant, je savais tout d'elle. Maintenant, je ne sais plus rien. Ils ne me laissaient pas seulement derrière eux. Ils m'oubliaient. Le jour de la fête de fin d'études de Lena. Je croyais que c'était une célébration que j'attendais depuis toute ma vie. Même avec tous les signes. Toutes les conversations manquées. Les silences gênants. Les réponses sèches. Je suis venu. Le cœur ouvert. L'espoir est une habitude difficile à casser. Surtout quand il est enveloppé de souvenirs de rires de bébé et de chansons douces. Je suis arrivé tôt. Portant le gâteau que j'avais préparé jusqu'à minuit. 3 couches. Gâteau au citron. Le préféré d'Elena. J'avais même décoré la surface de petites fleurs lilas. De la même couleur que son écharpe de diplômée.
Mon dos me faisait mal après tant d'heures debout dans la cuisine. Mais j'étais fier. Ce n'était pas qu'un dessert. C'était un geste. Un souvenir. Un dernier cadeau avant qu'elle ne parte pour un nouveau chapitre de sa vie. Le jardin était magnifiquement décoré. Des lumières scintillantes. Des banderoles violettes et argentées. Une grande bannière où il était écrit « Félicitations Léna ». Des haut-parleurs diffusaient de la musique pop que je ne reconnaissais pas. Des tables pliantes étaient couvertes de plats traiteurs. Des adolescents en jeans déchirés et top courts se mêlaient à des adultes en tenue de travail décontractée. Ça ressemblait plus à une fête pinterest qu'à une réunion de famille. J'ai salué Rebecca, qui était occupée à remplir la table des boissons. Elle m'a offert un sourire rapide et un petit merci, avant de s'éclipser pour parler à quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai trouvé un petit coin d'ombre. J'ai déposé délicatement le gâteau sur la table des desserts. Et j'ai ajusté le papier d'aluminium pour que le glaçage ne soit pas abîmé. Puis je l'ai vue. De l'autre côté du jardin. Entourée de ses amis. Elle était radieuse. Confiante. Le genre de fille habituée à capter l'attention partout où elle allait. Elle ne m'avait pas encore vu. Alors je me suis approché doucement. Espérant la surprendre. Peut-être l'embrasser. Peut-être, si le moment était propice. Lui donner la petite enveloppe que j'avais glissée dans mon sac. Avec quelques mots de moi pour elle. Quelque chose de personnel. Quelque chose d'affectueux. À mesure que je m'avançais, j'ai entendu des rires perçants. Faux. Le genre qui te fait sentir soit 10 ans plus jeune, soit 10 ans plus vieux. Selon qui rit. Léna était en train de raconter une histoire. Animant ses gestes. Je me suis arrêté juste derrière leur groupe. Attendant qu'elle me voie. Et c'est alors qu'elle a dit. Claire comme de l'eau de roche. Mon Dieu. Elle est trop vieille pour être ici. C'est ma grand-mère. Sa voix n'était pas en colère. Elle était moqueuse. Comme si j'étais une plaisanterie. Comme si ma présence était ridicule. Ses amis ont éclaté de rire. Une fille a poussé un petit cri étouffé. Une autre a ri tellement qu'elle a reniflé. Léna ne les a pas corrigés. Elle n'a pas dit que ce n'était qu'une blague. Elle n'a pas rappelé que j'étais celle qui l'avait élevée pendant que sa mère terminait ses études. Elle a juste souri. Comme si tout cela était vrai. Comme si c'était drôle. Comme si je n'étais rien. Mon corps est resté immobile. Ça a été comme si quelqu'un avait pris une aiguille. Et percé mon cœur. Pas assez pour le tuer. Mais assez pour laisser quelque chose de vital s'échapper lentement. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est replié. J'ai souri. Pas de bonheur. Par réflexe. C'est ce que font les femmes quand la pièce entière rit d'elles. On sourit. Quand ceux qu'on aime nous réduisent à une blague. On sourit. J'ai reculé lentement. Personne ne l'a remarqué. Je suis retourné à la table des desserts. J'ai retiré doucement le papier d'aluminium du gâteau. J'ai déposé le couteau à côté. J'ai fait en sorte que tout soit bien présenté. Je suis resté là un instant. Espérant qu'elle viendrait. Qu'elle comprendrait. Qu'elle s'excuserait peut-être. Que Rebecca viendrait peut-être la prendre à part et lui dirait. Ce n'est pas correct. Mais personne n'est venu. J'ai pris mon sac. Mon enveloppe toujours intacte dedans. Et je me suis dirigé tranquillement vers la porte latérale. Il n'y a pas eu de drame. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Quand j'ai franchi le trottoir, je l'ai compris profondément. Il ne se moquait pas seulement de moi. Il se moquait sans moi. Et cela faisait encore plus mal. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Le seul bruit était le clic de mon clignotant. Et le bourdonnement sourd de mon propre cœur dans mes oreilles. Et quelque part, entre ce jardin et mon Porsche, une ligne invisible a été franchie. Une ligne qui ne pouvait plus être effacée. Ni par un gâteau. Ni par une carte. Ni même par de l'amour. Je ne suis pas partie furieuse de cette fête. Il n'y a pas eu de scène. Pas d'assiette cassée. Pas de discours en larmes. Personne n'a remarqué que je partais. Et peut-être que c'était ça. Le plus douloureux. Je suis monté dans ma voiture. Les mains serrées sur mon sac à main. Comme si c'était la seule partie de moi qui avait encore une forme. Ce même sac. Que Léna avait décoré d'autocollants brillants quand elle avait 6 ans. Quelque part dans la poche avant. Dans une petite enveloppe. Il y avait la lettre que je lui avais écrite ce matin-là. Elle disait. Léna, je suis si fier de toi. Je t'ai aimé chaque jour de ta vie. Et je t'aimerai toujours. Avec amour. Grand-mère. Mais elle ne l'a jamais lu.
Parce que je ne la lui ai jamais donnée. Je suis restée assise dans la voiture longtemps avant de tourner la clé. Peut-être 20 minutes. Peut-être plus. Je suis resté là à regarder la maison, voyant les silhouettes d'adolescents bouger derrière les fenêtres, écoutant par bribes la musique flotter dans l'air chaud de l'été. Quelque part là-bas, on coupait le gâteau. Celui que j'avais fait de mes mains. Une partie de moi était encore là-bas. Mais personne ne la regrettait. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas encore. Ce que j'ai ressenti était plus silencieux. Plus lourd. Comme un deuil. Pas pour une personne. Mais pour une place. Un endroit que je croyais occupé dans la vie de quelqu'un. Un jardin que j'avais arrosé, protégé. En croyant qu'il fleurirait pour toujours. Mais tu ne réalises pas que tu as été expulsé. Jusqu'à ce que tu sois debout dehors. De l'autre côté du mur. J'ai conduit lentement jusqu'à chez moi. Chaque feu rouge semblait être une occasion de réfléchir. De me demander. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je suis trop sensible? Trop émotive? C'est ce qu'on dit souvent aux femmes comme moi. Quand nous osons exprimer notre douleur. Alors, je suis restée silencieuse. Même seule. Même dans ma propre voiture. Quand je suis rentré chez moi. Les lumières crépitaient doucement. Réglées sur les minuteries automatiques que j'avais programmées il y a des années. L'engourdissement m'enveloppait comme un châle. J'ai retiré mes chaussures. J'ai mis mon pyjama. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai pensé appeler Rebecca. Juste pour lui parler. Juste pour lui dire. Ça m'a fait mal. Mais je n'avais pas envie d'entendre. Oh, maman, elle ne le pensait pas. Ou pire encore. Tu prends tout trop à cœur. Parce que j'avais tout pris à cœur. Toute ma vie. Je suis restée assise là longtemps. Les mains sur les genoux. Les pieds nus sur le plancher en bois. Puis, comme si un interrupteur s'était actionné dans mon cerveau. Je me suis souvenu. Le fonds. Le compte épargne universitaire. Celui que j'avais ouvert quand Léna apprenait à marcher. Chaque jour férié. Chaque remboursement d'impôts. Chaque petit boulot d'appoint. J'avais mis de côté pour elle. En silence. Fidèlement. Sans jamais rien demander en retour. Je me suis levé. Je suis allé à la cuisine. J'ai sorti ma vieille chemise cartonnée où je rangeais mes papiers importants. J'ai sorti la feuille avec mes identifiants de connexion. Ma propre écriture. Toujours nette et soigneuse. J'avais étiqueté le dossier. Avenir universitaire d'Elena. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté. 72 481,23. Ce nombre m'a regardé comme un étranger. J'ai passé mon curseur sur retirer les fonds. Mais je n'ai pas cliqué. Pas encore. À la place. Je suis resté là. À fixer l'écran. Et j'ai murmuré à haute voix. Est-ce que je fais encore ça pour elle? Ou est-ce que je m'accroche à ce que nous étions autrefois? J'ai refermé mon ordinateur portable. Je me suis rassise sur ma chaise. Et là, dans ce silence douloureux mais limpide, j'ai compris. Je n'appartenais plus à leur monde. Pas comme je le croyais. Pas comme l'amour aurait dû se sentir. Et il n'allait pas m'en chasser. Je m'étais levé de moi-même. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas préparé de vengeance. Je n'ai pas rédigé de longs messages. Je n'ai pas répété de discours. Je me suis simplement levé de la table émotionnelle, où j'avais nourri tout le monde sauf moi-même. Et je suis parti. Pas avec colère. Pas avec drame. Avec une paix tranquille. Brisée. Mais libre. Je n'étais pas prête pour ce qui allait venir après. Mais j'avais enfin arrêté d'attendre qu'on me voie. Toucher le fond. Ce n'est pas toujours bruyant. Parfois, ça arrive un mardi matin tranquille. Avec un bol de porridge refroidissant sur le comptoir. Un téléphone qui ne sonne pas. Une boîte aux lettres remplie de publicités. Mais vide de lettres personnelles. 2 semaines passèrent après la fête. Je n'avais pas parlé à Rebecca. Léna n'avait pas pris contact. Aucun merci pour le gâteau. Aucune excuse pour son commentaire. Rien. Juste du silence. Je me suis dit que j'avais besoin d'espace. Que je choisissais la paix. Mais la paix, j'ai découvert, peut ressembler étrangement à la solitude. Quand tu n'entends plus une seule voix familière pendant des jours. Les murs de ma maison résonnaient différemment. Avant, ils vibraient du bruit de la télévision. Des appels téléphoniques. Du bruit des casseroles. Des légumes découpés. Maintenant, ils semblaient vides.
comme si je vivais dans la coquille d'une vie que j'avais autrefois aimée. Un soir, j'ai préparé le dîner pour une seule personne. Une soupe simple. J'ai mis la table comme d'habitude, avec 2 verres d'eau, par réflexe. Puis je me suis assise, et j'ai réalisé que j'avais dressé un couvert pour Léna. Par habitude, je suis resté à regarder sa chaise vide pendant près d'1 heure, la cuillère immobile dans ma main. Le lendemain, je suis passé par le centre communautaire où je faisais du bénévolat 2 vendredis par mois. Je n'y avais pas mis les pieds depuis des mois. La vie était devenue chargée. Mes genoux me faisaient plus mal. Et, pour être honnête, je m'étais senti de plus en plus déplacé. Même là, je suis entré dans la salle de loisirs. Et j'ai vu un groupe de nouveaux bénévoles rire autour du chariot à café. J'ai souri. J'ai salué. Mais personne ne m'a reconnu. La directrice a levé les yeux de son carnet. « Oh, bonjour. Vous cherchez le cours de yoga senior ? C'est au bout du couloir. » Je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Le même sourire fatigué que j'avais utilisé à la fête de Léna. Puis, je me suis retourné. Et je suis sorti. Sur le chemin du retour, la radio a diffusé une chanson que Léna et moi avions l'habitude de chanter dans la voiture. Je l'ai éteinte. Les souvenirs faisaient plus mal que le silence. De retour chez moi, je me suis assise au bord de mon lit. Et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé appeler ma sœur Léona. Mais nous n'étions plus proches depuis la mort de son mari. Et je n'avais pas la force d'expliquer pourquoi je me sentais comme un fantôme dans ma propre famille. Cette nuit-là, j'ai ressorti un vieil album photo. Un gros en cuir. Avec le nom Elena gravé en or sur la couverture. Chaque page racontait une vie que je lui avais donnée. Son premier dent. Ses spectacles scolaires. Son 11e anniversaire où elle voulait une fête sur le thème des sirènes. Et où j'avais cousu à la main de petites queues de sirènes pour toutes ses poupées. Sur chaque photo, j'étais là, juste à côté d'elle. J'ai refermé l'album. Et je l'ai serré contre ma poitrine. Puis j'ai pleuré. Pas un grand sanglot théâtral. Un lent filet de larmes. Discret. Tandis que je me berçais doucement dans l'obscurité. Ma respiration était superficielle. Mes lèvres restaient closes. Ce n'était pas un cri pour être entendu. C'était un cri pour moi seul. Un cri sans public. Sans but. Sauf celui de libérer enfin ce qui pesait. Je me suis sentie honteuse. Honteuse d'avoir espéré qu'elle s'en rendrait compte. Qu'elles appelleraient. Qu'elles écriraient. Qu'elles viendraient en courant pour dire « Tu nous manques. On est désolé. » Mais personne n'est venu. C'était ça. Toucher le fond. Pas la trahison. Pas le commentaire. Pas le gâteau laissé intact. Le vrai fond. C'était comprendre. Personne ne viendrait. Et pour quelqu'un comme moi, qui avait passé toute sa vie à être là pour les autres, ce constat a brisé quelque chose de fondamental. Je n'avais plus personne vers qui verser mon amour. Plus personne à porter. Et plus rien pour me retenir. Cela s'est passé un après-midi de pluie. De cette pluie qui imbibe les jardins. Et rend l'air plein de souvenirs. Je triais un vieux placard dans un coin de ma chambre. Celui que je n'avais pas touché depuis des années. Il était rempli de vieilles factures. De coupons découpés et jamais utilisés. De cartes de vœux de Noël passées. Je ne cherchais rien en particulier. Je crois que je voulais juste me sentir utile. Quand ton téléphone ne sonne pas. Et que ta maison est silencieuse. Faire du rangement devient une forme de thérapie. Chaque papier était un rappel. Tu avais compté, autrefois. C'est alors que je l'ai trouvé. Un épais et vieux dossier marqué de ma main. Dossier du fonds universitaire de l'ENA. Je me suis assise sur le bord du lit. Et je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, il y avait des relevés de banque. Chaque dépôt que j'avais fait dans son compte universitaire 529. Depuis qu'elle était toute petite. Des notes manuscrites. Une feuille Excel imprimée. Que j'avais faite à l'époque où j'enseignais encore à temps partiel. Des années où je ne pouvais économiser que 50 €. D'autres où je réussissais à mettre 1000 € de côté. Chaque prime de Noël. Chaque remboursement d'impôts. Même des chèques d'anniversaire de la famille. Que je mettais directement sur son compte. Tout était là. Documenté. Compté. Sacrifié. 17 ans de sacrifice silencieux. 17 ans à croire que si je donnais assez, si j'aimais assez, si j'aidais assez, je serais toujours apprécié, toujours respecté, toujours aimé.
Les larmes coulaient de mes yeux. Mais je tournais encore les pages. À la fin du dossier, il y avait quelque chose d'autre. Une lettre pliée, adressée à moi. C'était une acceptation à une bourse d'écriture dans le Midwest, datée de 1989. Je l'avais complètement oublié. À cette époque, avant même la naissance de Rebecca, j'avais suivi un petit cours d'écriture dans un centre communautaire local. Un professeur m'avait encouragé à envoyer une histoire. Je l'avais fait. Et j'avais été accepté. La bourse offrait 6 mois de logement et de nourriture gratuit. Dans une cabane en montagne. Pour écrire. Mais je n'y suis jamais allé. Rebecca est née plus tôt que prévu. Puis il y a eu les factures. Puis Darren est parti. Puis le travail. Toujours le travail. J'ai regardé ce vieux papier jauni. Avec son en-tête officielle. Ses bords tout mous. À une époque, quelqu'un m'avait choisi. Pas pour ce que je donnais aux autres. Mais pour ce que je pouvais créer. Pour ce que j'étais. J'ai laissé la lettre sur le lit. À côté des relevés de la banque. Je les ai regardés. Côte à côte. Et j'ai compris. C'était ça que j'avais abandonné. Petit morceau par petit morceau. Pour assurer à Lena une chance de poursuivre ses rêves. Pendant que j'enterrassais les miens. Et qu'avait-elle donné en retour? Un sourire moqueur. Un éclat de rire. Une blague à mes dépens. Je me suis levé. Tenant encore les papiers dans mes mains. Et je suis allé dans la cuisine. J'ai préparé une tasse de thé. Je me suis assis à la table. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis reconnecté au fonds universitaire. Le même chiffre a clignoté sur l'écran. 72 481,23. Pas un seul centime n'était venu de Rebecca. Pas un seul centime de Lena. Chaque euro venait de moi. De mes sacrifices. De mon amour. De ma croyance silencieuse et fidèle. Que j'aurais toujours une place dans leur monde. J'ai regardé ce chiffre. Et j'ai pensé. Et si je l'utilisais? Non pas pour aider quelqu'un d'autre à s'envoler. Mais pour enfin m'élever moi-même. L'idée me terrifiait. Mais elle m'excitait aussi. Je n'ai pas retiré l'argent ce jour-là. Pas encore. Mais la graine était plantée. Cette vieille lettre. Ce rêve oublié. Le poids de toutes ces preuves d'amour. Quelque chose s'était allumé en moi. Quelque chose que j'avais enfoui. Sous les ragoûts. Les courses. Les chèques d'anniversaire. Les sourires polis. Je n'étais pas qu'une grand-mère. Je n'étais pas qu'une aide. J'étais une personne. Une femme. Une écrivaine. Une rêveuse. Et je n'étais pas fini. Quelque chose a changé après que j'ai retrouvé cette lettre. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Pas de transformation spectaculaire. Pas de relooking de film. Juste un moment silencieux. Où je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai pensé. Elle est encore là. Pas mamie. Pas maman. Pas celle qui fait des gâteaux. Ou celle qui garde les enfants. Ou celle qui paie. Non. Marilyn. La fille qui griffonnait des poèmes dans les marges de ses cahiers de sciences. La jeune femme qui rêvait d'écrire des histoires pour que les gens se sentent vus. La version de moi-même. Que j'avais laissé s'effacer. Sous les couches sales. De factures impayées. Et de besoins des autres. Pour la première fois depuis des années. J'ai allumé une bougie juste pour l'odeur. Pas parce que quelqu'un allait venir. J'ai sorti un vieux cardigan prune. Avec des petits boutons de velours. Il m'allait encore. Je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai murmuré. Bonjour. Comme si je saluais une vieille amie. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau document. Et j'ai commencé à écrire. Au début, c'était maladroit. Mes doigts hésitaient. Les mots semblaient lourds. Étrangers. Mais j'ai continué. Paragraphe après paragraphe. Je n'ai pas essayé d'être parfaite. J'ai juste essayé d'être honnête. J'ai écrit sur la maternité. Sur la douleur. Sur le vieillissement. Sur la joie. Sur la trahison. J'ai écrit sur ce que ça fait. De se tenir au milieu d'une fête. Et de réaliser que plus personne ne te voit. J'ai écrit sur ce que ça fait. De choisir de te choisir toi-même. Après des décennies d'effacement silencieux. Et j'ai pleuré en écrivant. Pas de tristesse. Mais de soulagement. Une sorte de libération. Dont je n'avais même pas su que j'avais besoin. Le lendemain matin. Je me suis inscrite à un cours d'écriture en ligne gratuit.
conçu pour les étudiants adultes. J'ai coché la case « Senior ». Avec fierté. Chaque soir après ça, j'ai écrit pendant 30 minutes. Sans distraction. Sans consulter Rebecca. Sans envoyer de message à Lena pour voir si elle avait besoin de quoi que ce soit. Juste moi. Une tasse de thé. Et un curseur clignotant sur une page blanche. C'était comme construire un pont. Pas pour revenir en arrière. Mais pour aller de l'avant. Vers qui je pouvais encore devenir. J'ai ressorti mon vieux journal intime. Celui que je gardais quand Rebecca était bébé. À l'intérieur, il y avait des lettres que je lui avais écrites. Des histoires de nos journées. Des notes sur son premier rire. Ses premiers pas. Son heure préférée pour dormir. À la toute fin du journal, il y avait une page que j'avais écrite pour moi-même. Vers 1985. Elle disait « N'oublie pas que tu étais quelqu'un avant tout ça. Et que tu le es encore. » Je suis resté longtemps à regarder ces mots. Puis j'ai souri. Le jour suivant, j'ai fait quelque chose d'encore plus audacieux. J'ai envoyé un email au programme de bourse d'écriture du Midwest. Celui de cette vieille lettre. Je ne savais pas s'ils existaient toujours. Mais je me suis dit, quel mal à demander. Le lendemain matin, ils ont répondu. Le programme existait toujours. Et ils avaient même une section pour les seniors. Tout ce que j'avais à faire, c'était envoyer une histoire. Alors je l'ai fait. J'ai choisi celle sur Lena. Sur la fête. Sur ce moment précis. Où j'ai compris que je n'avais plus besoin de me diminuer pour être aimé. J'ai changé les noms, bien sûr. Mais j'ai laissé les émotions brutes. Sans filtre. Envoyer cette histoire. C'était comme respirer de nouveau. Après avoir retenu ma respiration pendant des années. Ensuite. En silence. Sans annoncer quoi que ce soit. Sans tambour ni fanfare. Je me suis reconnecté à mon compte du fonds universitaire. Je n'ai pas encore retiré l'argent. Mais j'ai changé le nom de la compte. Avant, il s'appelait Avenir universitaire d'Elena. Je l'ai renommé Seconde chance de Marilyn. Je suis resté longtemps à regarder ces 3 mots. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas senti lourde. Je me suis senti légère. Comme si, peut-être, il n'était pas trop tard. Pas pour être qui j'étais avant, mais pour devenir quelqu'un que j'aimerais apprendre à connaître. Après avoir changé le nom du fonds universitaire, quelque chose en moi s'est aligné. Comme un verrou qui claque doucement. Pas de vengeance. Pas d'amertume. Juste de la clarté. Je n'en ai parlé à personne. Pas à Rebecca. Pas à Lena. Pas même dans mon journal. Certaines choses sont trop sacrées pour être partagées avant d'être bien ancrées. À la place, j'ai agi. D'abord, j'ai appelé la banque. J'ai demandé quelles étaient les pénalités, les options de transfert, les implications fiscales. Je suis tombé sur une conseillère adorable. Julie. Elle m'a dit « Vous avez tous les droits, madame. C'est votre compte. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. » Je l'ai remerciée. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne personnelle. À mon seul nom. Je l'ai intitulé « Liberté ». Petit à petit, chaque jour, j'ai transféré un peu d'argent du fonds universitaire vers mon compte Liberté. Discrètement. Sans gros mouvement. Sans attirer l'attention. Chaque virement. C'était comme récupérer un petit morceau de ma vie. Puis, j'ai créé une feuille Excel. Ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. J'ai listé les retraites d'écriture que je voulais faire, les cours que je voulais suivre, les petits voyages en train dont j'avais rêvé. Rien de grandiose. Juste des choses qui me rappelaient que j'étais encore une personne avec des rêves. J'ai même renouvelé mon vieux passeport. Juste au cas où. J'ai commencé à me lever plus tôt. Pas pour faire le ménage. Pas pour aller faire des courses. Pour moi. J'écrivais le matin. Avec une tasse de café corsé. En écoutant les oiseaux chanter dehors. Il y avait quelque chose de sacré dans ce silence du matin. Une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai acheté des écouteurs sans fil. Ceux dont Lena s'était moquée autrefois. Parce que je ne savais pas les utiliser. Et j'ai commencé à écouter des podcasts. Sur l'écriture. Sur la créativité. Sur la vie après 60 ans. Je marchais dans mon quartier. Avec un léger rebond dans ma démarche. Absorbant les paroles comme une terre assoiffée après une longue sécheresse.
Et je n'en ai parlé à personne. Parce que ce chemin n'était pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Pas pour leur montrer ce qu'ils avaient perdu. Pas pour qu'ils regrettent. C'était pour moi. Pour me récupérer moi-même. Il y a quelque chose de beau à être sous-estimé. Les gens arrêtent de te regarder. Ils arrêtent de t'écouter. Ils supposent que tu as abandonné. Et c'est là que tu peux faire ton meilleur travail. Un jour, Rebecca m'a envoyé un message. Peux-tu aller chercher Lena à son travail cet après-midi? J'ai répondu poliment. Désolé, j'ai déjà des projets. Sans explication. Sans excuse excessive. Juste une limite. Elle n'a jamais répondu. Et je ne l'ai pas relancée. Pour une fois. J'ai continué ma journée. J'ai continué à écrire. J'ai envoyé 3 essais à des concours locaux. Un a été publié en ligne. J'ai utilisé un pseudonyme. Mais quand j'ai vu mes mots apparaître sur l'écran, j'ai pleuré. Pas pour la reconnaissance. Mais parce que j'étais en train de le faire. Silencieusement. Puissamment. Inarrêtablement. J'ai visité la bibliothèque municipale. J'ai demandé s'ils avaient encore des créneaux pour des lectures publiques. La bibliothécaire m'a dit. Il reste une place pour la soirée des seniors le mois prochain. Je me suis inscrite. Je ne savais pas si quelqu'un viendrait. Mais je savais que moi, je serais là. Pas pour eux. Pour moi. Le soir. Je m'asseyais sur mon lit. Avec la copie imprimée de mon histoire. Je relisais. Je corrigeais quelques lignes au stylo rouge. Non parce qu'elles étaient mauvaises. Mais parce que je m'améliorais. Le genre d'amélioration qu'on n'a pas besoin de prouver à quelqu'un. Le genre d'amélioration qu'on sent dans son cœur. Rebecca n'a jamais redemandé des nouvelles du fonds universitaire. Je pense qu'elle a supposé qu'il était toujours là. Attendant de payer les frais de scolarité de Lena. Trop occupée. Trop confiante pour vérifier. Et je ne me suis pas proposé de le leur rappeler. Je les ai laissés croire ce qu'elles voulaient. Parce que dans leur monde, j'étais encore cette femme qui donnait sans demander. Qui se présentait sans qu'on l'invite. Mais elles n'ont pas vu la femme qui, en silence, était en train de se reconstruire. Brique par brique. Mot après mot. Euro après euro. La femme qui ne demandait plus à revenir dans leur vie. La femme qui, cette fois, était enfin entrée dans la sienne. Un jour, j'ai reçu un simple message de Rebecca. Ouah, c'est urgent. Je l'ai vu apparaître alors que j'écrivais une nouvelle idée d'essai. Quelque chose sur le silence générationnel. Et le poids du devoir hérité. Je l'ai laissé là. 5 minutes. Juste ça. Déjà un immense changement. L'ancienne moi aurait tout laissé tomber pour répondre. La nouvelle moi a fini son paragraphe. Quand j'ai ouvert le message, il disait « On a besoin des identifiants pour le compte universitaire de Lena. Il faut payer son inscription. » C'était tout. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu. Même pas un point d'interrogation. Je suis resté à regarder l'écran. Puis j'ai écrit lentement. Le fond a été fermé. Un moment plus tard, mon téléphone a vibré de nouveau. Quoi? Depuis quand? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis levé. Je me suis versé un verre d'eau citronnée. Je suis sorti sur mon porche. Les hortensias que j'avais plantées le printemps dernier dansaient sous le vent. Bleu tendre. Blanc délicat. Ils semblaient avoir leur propre secret. Quand je suis rentré, j'ai tapé calmement. J'ai déplacé les fonds. C'était mon compte. La réponse est arrivée presque instantanément. Tu avais dit que c'était pour Lena. Et là, cette petite piqûre d'aiguille. Cette attente tacite. Cette idée que tout ce que je donnais leur était dû. Pas un merci pour ces années d'économie. Pas on aurait dû en parler ensemble. Juste une accusation. Juste une revendication. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus besoin d'expliquer. Pas après 17 ans de dépôt. Reçu avec de moins en moins de reconnaissance. Pas après qu'ils aient ri de moi dans ce jardin plein de sourires empruntés et de musique bon marché. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai consulté mes emails. Un nouvel email était arrivé. De l'organisation de la bourse d'écriture. Mon histoire avait été acceptée. Non seulement ça. Ils m'avaient offert une bourse complète pour leur résidence senior. 2 semaines. Une cabane dans les montagnes. Tous frais payés. Du temps pour écrire. Du temps pour être moi. Je suis resté figé devant l'écran. La main sur la bouche.
les larmes montant aux yeux. Mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que celles que j'avais versées seul, dans ma cuisine, des semaines plus tôt. Ce n'était pas du chagrin, pas de la perte, pas de l'humiliation. C'était une autre sorte de larme. Celle qui chuchote. Tu l'as fait. Pour toi. Ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la validation. Savoir que quelque chose que j'avais créé, quelque chose n'est non pas de l'obligation mais de l'honnêteté, avait de la valeur. Était vu. Était choisi. Cet après-midi-là, j'ai imprimé la lettre d'acceptation. Je l'ai collée sur mon réfrigérateur. Là où, autrefois, je mettais les dessins de Léna. C'était poétique. 2 jours plus tard, Rebecca a appelé. Elle avait vu l'annonce. Un petit article dans un média local parlait de la bourse. À 64 ans, l'histoire d'une institutrice retraitée sur le silence générationnel obtient une reconnaissance nationale. Ils avaient même utilisé une photo que j'avais envoyée. La première photo que je prenais depuis des années. Où je n'essayais pas de me cacher derrière un petit enfant, un gâteau ou un bouquet. Juste moi. Debout dans la lumière. La voix de Rebecca, au téléphone, était tendue. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» J'ai fait une pause. Puis j'ai dit calmement. « Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. » Elle a hésité. « Mais cette histoire, c'est à propos de nous. » Je n'ai pas répondu directement. J'ai dit doucement. « C'est l'histoire d'une femme qui a tout donné. Et qui a enfin appris à se redonner quelque chose. » Elle est restée silencieuse un moment. Les amis de Léna l'ont vue. Dit-elle enfin. Les gens commencent à poser des questions. Certains des amis de Léna partageaient l'article sur leurs réseaux sociaux. Je levai un sourcil. Alors Léna est embarrassée. Je pris une profonde inspiration. Tu sais ce qui est drôle? J'ai été embarrassée pendant des années. Assise à des tables où personne ne me demandait comment j'allais. Debout à des fêtes où j'étais la cible des plaisanteries. Et je suis restée silencieuse. Maintenant, le silence est terminé. Rebecca a tenté de changer de sujet. Tout ça arrive si vite. Non, ai-je dit, calmement. Ça n'arrive pas vite. Ça arrive depuis des décennies. Vous ne l'avez juste pas vu. Ou vous n'avez pas voulu voir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Sans expéditeur indiqué. C'était une lettre de Léna. Écrite à la main. Courte. Simple. Grand-mère. Je ne savais pas combien je t'avais blessé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai été stupide et égoïste. Je suis désolé. Je n'attends rien en retour. Je voulais juste te dire ça. J'ai lu ton histoire. J'ai pleuré. Tu me manques. Vraiment. Il n'y avait pas de demande. Pas de demande d'argent. Pas de questions à propos du fonds universitaire. Pas de supplique. Juste de la vérité. Juste du regret sincère. Et d'une certaine manière, cette lettre-là valait plus que n'importe quel chèque. Je l'ai pliée soigneusement. Et je l'ai glissée dans la couverture de mon cahier d'écriture. Celui où j'avais écrit la première ébauche de mon histoire. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Que la vérité, portée assez longtemps, finit par tout changer autour de toi. La semaine suivante, mon éditeur m'a contacté. Il voulait publier mon article dans une édition papier spéciale. Avec mon vrai nom. Avec une photo. Et une signature. Ce soir-là, je me suis tenu devant mon miroir. Portant encore mon vieux cardigan prune. Celui que j'avais retrouvé des semaines plus tôt. Celui qui m'allait toujours parfaitement. Je me suis regardé différemment. Pas comme une grand-mère. Pas comme une mère. Comme Marilyn. Une femme qui avait été effacée. Et qui avait redessiné son propre contour. Et enfin, le monde, celui qui m'avait ignoré si longtemps, commençait à me prêter attention. La lettre de Léna est restée dans mon carnet pendant une semaine. Avant que je ne la touche de nouveau. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je l'ai laissée respirer. Comment laisse-t-on respirer une blessure? Surtout quand elle a été cachée si longtemps sous des pansements? Elle avait besoin d'air. D'honnêteté. De temps. J'ai relu ces mots plusieurs fois. Pas pour revivre la douleur. Mais pour entendre l'effort qu'elle avait fait. Ce n'était pas une manipulation. Pas une demande. Juste. Tu me manques. Et cela, même si cela ne réparait pas tout, a adouci quelque chose en moi. Puis, une nuit, j'ai entendu un léger coup frapper à ma porte. Pas un coup insistant.
Pas un coup de colère ou de culpabilité. Un coup plein d'espoir. J'ai ouvert. Là. Devant moi. Se tenait Léna. Sans lunettes de soleil. Sans bras croisés. Juste elle. Avec une vieille veste à capuche et un jean. Les mains enfoncées dans les poches. Comme une toute petite fille à nouveau. Salut. Dit-elle. Salut. Ai-je répondu. Nous sommes restés là. Un moment. Un peu trop longtemps. Avec toutes les années. L'amour. La douleur. Le silence. Équilibré entre nous. J'étais dans le quartier. Murmura-t-elle. Puis, en baissant la tête. Enfin, non. Pas vraiment. Je voulais juste te voir. Je me suis mise sur le côté. J'ai fait un geste pour l'inviter à entrer. Elle est entrée dans le salon. Comme si elle pénétrait dans un musée. Avec précaution. Sans savoir où se mettre. Elle a regardé les cadres photos sur la cheminée. Puis la copie imprimée de mon histoire sur l'étagère. Je l'ai lue 2 fois. Dit-elle. Ses yeux parcourant encore la pièce. Une fois vite. Une fois lentement. Ça m'a brisé. Mais ça m'a aussi fait comprendre. Te comprendre d'une manière que je n'avais jamais comprise avant. Je me suis assise. J'ai fait un signe pour qu'elle fasse de même. Elle a hésité. Puis elle s'est affaissée dans le vieux fauteuil en face de moi. Le même fauteuil où elle s'était blottie avec ses livres d'images. Quand elle avait 5 ans. Je ne me rendais pas compte. Chuchota-t-elle. Je savais que tu étais toujours là. Mais je ne te voyais plus. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé parler. J'ai été cruelle. À la fête. Avoua-t-elle. Et bien avant. Je crois que je voulais grandir si vite. Que j'ai cru devoir rejeter tout ce qui me rappelait que j'étais encore une enfant. Et l'amour. Ajouta-t-elle. Parfois ça te fait te sentir petite. Parce que ça t'humilie. Cette remarque m'a surprise. Pas tant la reconnaissance de ses torts. Mais la profondeur de sa réflexion. Elle n'était plus tout à fait une enfant. Elle commençait ce long et désordonné voyage vers l'âge adulte. Celui où l'on apprend à reconnaître ses propres erreurs. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant. Dit-elle. Je voulais juste que tu saches. Que je comprends maintenant. Tu ne faisais pas juste m'aider. Tu m'offrais ta vie. Et moi, je me comportais comme si tu me devais tout ça. J'ai hoché lentement la tête. Ce n'était pas le gâteau, Léna. Ce n'était pas le fonds universitaire. C'était que je disparaissais. Et personne ne s'en apercevait. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je m'en suis rendu compte. Mais trop tard. Dit-elle en murmurant. Je me suis levé. Je suis allé chercher mon carnet. Et j'ai sorti sa lettre. Je lui ai tendu. Je l'ai gardée. Ai-je dit. Parce que c'était la première chose depuis longtemps qui me semblait vraie. Elle a pris la lettre dans ses mains. Comme si elle pesait quelque chose de précieux. Et elle le faisait. Nous sommes restés assis en silence quelques minutes. Laissant l'honnêteté flotter entre nous. Puis elle a demandé, timidement. On pourrait recommencer, tout doucement. Genre. Venir les dimanches. Pas parler d'université. Pas parler d'argent. Juste, chocolat chaud et vieilles histoires. Cela m'a fait sourire. Un vrai sourire. Combien d'histoires veux-tu entendre? Ai-je dit. Elle a souri aussi. J'aimerais savoir qui tu étais, avant moi. Dit-elle. Moi aussi. Ai-je murmuré. Et c'était tout. Pas d'embrassade théâtrale. Pas de grande réunion larmoyante. Juste une petite porte rouvrant. Après avoir claqué brutalement des mois auparavant. Elle est partie un peu plus tard. L'air de la maison semblait différent après son départ. Plus léger. Pas parce que tout était réparé. Mais parce que je n'avais plus besoin qu'elle répare quoi que ce soit pour moi. J'avais déjà fait cette partie toute seule. Je vis seul aujourd'hui. Mais je ne suis pas seul. C'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos des femmes comme moi. Les femmes qui ont passé des décennies à se vider pour les autres. Ils pensent que nos vies sont définies par ceux que nous avons aidés. Ceux que nous avons élevés. Ceux que nous avons servis. Et quand ces personnes s'éloignent, ou nous oublient, ils pensent que nous nous effondrons. Mais la vérité, c'est que je ne me suis pas effacé quand ils ont arrêté de me voir. Non. C'est là que j'ai commencé à apparaître. Tout a commencé avec cette cabane dans les montagnes. La résidence d'écriture a été tout ce dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Un feu qui crépitait doucement la nuit. Le parfum du pain.
Des journées lentes et généreuses. Remplies de rien d'autre que d'espace pour créer. J'étais entouré d'étrangères. Mais en réalité, elles n'étaient pas si étrangères que ça. D'autres femmes, beaucoup plus âgées que moi, qui avaient aussi mis leur vie de côté pour leur mari, leurs enfants, leur métier, et qui maintenant essayaient de retrouver le chemin vers elles-mêmes. Nous avons partagé des histoires autour d'un café. Nous avons lu nos brouillons à la lueur des bougies. Nous avons ri de la façon dont personne ne nous avait jamais dit que recommencer sa vie pouvait ressembler à tomber amoureuse de soi-même. Un soir, je me suis tenu sur la terrasse de la cabane, enveloppé dans une couverture douce, regardant un ciel tellement rempli d'étoiles, que j'en ai eu le souffle coupé. J'ai pensé à Lena, à Rebecca, à la vie que j'avais donnée si longtemps aux autres. Et pour la première fois, je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste. Je me sentais libre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai imprimé mon histoire. Et je l'ai encadrée. Je l'ai accrochée près de mon bureau. Non pas pour frimer, mais pour me rappeler ce qui est possible. Quand on arrête d'attendre que quelqu'un te choisisse. Je parle encore à Lena aujourd'hui. Parfois, les dimanches. Comme elle l'avait proposé. Elle vient. On lit des livres. On feuillette de vieux albums photos. Elle écoute d'une manière qu'elle ne faisait jamais avant. Parfois elle ne parle pas beaucoup. Mais elle est présente. Et à cette étape de ma vie, être présent, c'est la seule excuse dont j'ai besoin. Rebecca m'écrit parfois. Des messages brefs. Elle n'a jamais redemandé à propos du fonds universitaire. Je pense qu'elle a compris que tout cela n'a jamais été une question d'argent. C'était une question d'identité, de respect, de reconnaissance. Pas une obligation, pas une dette. Et je n'ai pas reconstruit toutes les relations de ma vie. Je n'en ai pas l'intention. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que guérir ne signifie pas tout ramener à l'état d'avant. Guérir, parfois, c'est te ramener toi-même à la maison. Aujourd'hui, je passe mes matins à écrire près de la fenêtre, avec une tasse de café aux épices. Je donne un petit cours d'écriture de mémoire, une fois par semaine, à la bibliothèque. J'écoute d'autres femmes raconter leur vérité. Pour la première fois, je les vois parfois pleurer sur leur carnet, comme si les pages elles-mêmes les baptisaient pour un nouveau départ. Parfois, des gens me demandent « Tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait tout ça plus tôt ?» Avant, j'aurais dit oui, que j'aurais aimé tout recommencer plus tôt. Mais maintenant, je sais que non. Je l'ai fait exactement au bon moment, quand j'étais prête, quand je pouvais le faire pour moi, pas pour une validation, pas pour obtenir la permission, pas même pour obtenir de l'amour. Juste pour moi, pour la simple et belle vérité, que mon histoire m'appartient, à moi seul, à vivre et à raconter. Je ne regrette pas les années que j'ai données. Je ne regrette pas non plus le silence. Parce que sans tout cela, je ne serais pas ici aujourd'hui, assise sur mon porche, en cette matinée de printemps venteuse, regardant les arbres danser doucement, en train d'écrire les derniers mots de ma seconde collection de récits. Pas l'histoire d'une grand-mère, pas l'histoire d'une mère, la mienne. Et ça suffit.